Le commissariat de Sète baignait dans une atmosphère tendue, presque irréelle, comme si chaque détail de l'enquête refusait de se stabiliser. Manon, debout devant le tableau d'investigation, observait les éléments accumulés sur Lucas, cherchant à faire coïncider les faits avec ce qu'elle croyait savoir. Pourtant, plus elle avançait, plus une impression dérangeante s'imposait en elle. À ce moment-là, Aurore entra dans la pièce avec ce mélange habituel d'assurance et de fatigue contenue. Elle connaissait déjà les conclusions du rapport médico-légal, mais elle laissa Manon les annoncer elle-même, comme pour mesurer son regard, sa compréhension, et peut-être aussi ses doutes. Le silence qui suivit pesa lourdement entre elles. Manon expliqua que Lucas était mort par noyade entre la fin d'après-midi et le début de la soirée, juste avant que la tempête ne s'abatte sur Sète. Ce détail semblait presque ironique, comme si la nature elle-même avait tenté d'effacer les traces d'un crime déjà soigneusement dissimulé. Cependant, ce n'était pas la noyade qui troublait le plus la jeune policière, mais la blessure observée sur la tempe de la victime. Une plaie nette, causée par un objet dur, probablement une pierre, qui révélait une violence directe, presque instinctive, loin d'un simple accident. Dans le même temps, l'élément qui orientait l'enquête vers une direction précise reposait sur un détail discret mais crucial. L'angle de la blessure indiquait un geste exécuté par une personne gauchère. Cette information, apparemment anodine, devenait un point d'ancrage essentiel dans la reconstruction des faits. Aurore hocha légèrement la tête, confirmant les conclusions sans pour autant laisser transparaître la moindre émotion. Son regard restait fixé sur le dossier, comme si elle évitait volontairement celui de sa fille, consciente que cette enquête n'était pas comme les autres. Pendant ce temps, le nom d'Adélaïde s'imposait de plus en plus comme une évidence inquiétante. Maîtresse de la victime, présente dans son entourage proche, et désormais sans véritable alibi pour la tranche horaire critique, elle apparaissait comme la principale suspecte, presque trop parfaite pour être innocente. À l'hôtel Calésia, l'ambiance était tout autre, marquée par une agitation contenue. Jordan s'efforçait de remettre les lieux en ordre, comme s'il cherchait à effacer les traces d'un chaos invisible. Chaque objet déplacé, chaque surface nettoyée semblait répondre à un besoin de reprendre le contrôle sur une situation qui lui échappait. Adélaïde, quant à elle, se déplaçait dans les couloirs avec une rigidité presque imperceptible. Elle tentait de maintenir une apparence de normalité, mais ses gestes trahissaient une tension grandissante, alimentée par la convocation qu'elle venait de recevoir du commissariat. C'est alors que Jordan demanda à écourter son contrat, prétextant un besoin de changement, mais laissant entendre qu'il ne souhaitait plus rester dans un lieu désormais associé à des événements troubles. Adélaïde accepta sans discuter, comme si elle n'avait plus l'énergie de gérer quoi que ce soit d'autre. Dans le même temps, à l'hôpital, l'atmosphère contrastait fortement avec celle de l'enquête. Sylvain accompagnait Christelle, tentant de masquer son inquiétude derrière une maladresse familière. Il parlait trop, bougeait trop, comme pour éviter de se confronter à ce qui allait suivre. Victoire, professionnelle et attentive, expliqua calmement le déroulement de la ponction de moelle osseuse. Ses mots étaient précis, rassurants, mais ils ne pouvaient totalement dissiper la peur qui s'installait dans le regard de Christelle, consciente de la gravité implicite de cet examen. Au commissariat, l'interrogatoire d'Adélaïde commença dans une tension palpable. Manon et Aurore adoptèrent une approche méthodique, confrontant la suspecte aux éléments accumulés, notamment les images issues de son propre cloud, révélant un système de surveillance clandestin au sein de son hôtel. Adélaïde tenta d'abord de se défendre, mais les preuves s'accumulaient avec une logique implacable. Progressivement, son assurance se fissura, laissant apparaître une vérité plus intime, plus dérangeante, qu'elle ne pouvait plus contenir derrière ses silences. Elle finit par reconnaître sa relation avec Lucas, une liaison marquée par la jalousie et le besoin de contrôle. Ce n'était pas un simple attachement sentimental, mais une obsession qui l'avait poussée à installer des caméras dans les chambres, cherchant à surveiller chaque geste, chaque trahison potentielle. À ce moment-là, l'image d'une femme blessée commença à se dessiner, mais elle ne suffisait pas à écarter les soupçons. Bien au contraire, elle renforçait l'idée d'un mobile possible, nourri par la jalousie et le sentiment d'avoir été trahi. Adélaïde admit également avoir eu une relation avec Victor, mais ses motivations différaient. Ce n'était pas un élan sincère, mais une tentative désespérée de provoquer Lucas, de le rendre jaloux, de lui faire ressentir la même douleur qu'elle portait en elle. Malgré ses aveux, un élément crucial manquait toujours, un alibi solide. Face à cette absence, la pression s'intensifia, et Manon observa attentivement chaque réaction, cherchant à détecter la moindre incohérence dans le récit de la suspecte. Adélaïde affirma qu'elle préparait l'hôtel à l'arrivée de la tempête, comptant sur ses employés pour confirmer sa version.
Cette explication, bien que plausible, restait fragile, suspendue à des témoignages encore à vérifier. Avant de la laisser partir, Aurore demanda à Adélaïde de signer un document, sous prétexte administratif. Mais derrière ce geste banal se cachait une vérification essentielle, confirmer qu'elle était bien gauchère, ce que la signature valida sans ambiguïté. Ce détail, une fois confirmé, sembla faire basculer l'enquête dans une direction plus sombre. Pourtant, malgré l'apparente cohérence des indices, quelque chose résistait, comme une pièce manquante dans un puzzle trop bien construit. Plus tard, Manon poursuivit ses recherches seule, s'enfonçant dans les données liées à Lucas. Elle s'attendait à trouver un passé trouble, des activités illégales, des traces d'un homme impliqué dans des affaires douteuses, comme sa mère le lui avait décrit. Mais ce qu'elle découvrit fut tout autre. Aucun casier judiciaire, aucune trace de trafic, rien qui corresponde au portrait qu'Aurore lui avait dressé. Cette contradiction, nette et incontestable, provoqua en elle un choc silencieux, presque plus violent que n'importe quelle révélation. À ce moment-là, un doute profond s'installa. Si Lucas n'était pas celui que sa mère avait décrit, alors pourquoi Aurore avait-elle menti? Et surtout, que cherchait-elle à cacher derrière cette version falsifiée de la réalité? Manon releva la tête, le regard assombri par une lucidité nouvelle. L'enquête ne concernait peut-être pas seulement un meurtre, mais aussi un secret plus intime, plus dangereux, impliquant directement sa propre famille. Elle décida alors d'affronter Aurore, consciente que la réponse qu'elle obtiendrait pourrait tout changer. Mais au fond d'elle, une peur sourde grandissait déjà, celle de découvrir une vérité qu'elle n'était pas prête à accepter. Le regard de Manon ne quitta pas celui de sa mère lorsqu'elle entra dans le bureau, comme si elle cherchait à percer une vérité cachée derrière chaque geste, chaque respiration. L'atmosphère était différente cette fois, plus lourde, presque intime, comme si l'enquête venait de franchir une frontière invisible. Aurore sentit immédiatement ce changement. Elle connaissait trop bien sa fille pour ignorer cette tension nouvelle, ce mélange de détermination et de doute qui s'était installé dans ses yeux. Pourtant, elle resta immobile, comme figée dans un rôle qu'elle ne pouvait plus abandonner. À ce moment-là, Manon posa la question qu'elle retenait depuis plusieurs minutes. Elle évoqua le casier judiciaire inexistant de Lucas, soulignant l'écart flagrant avec ce que sa mère lui avait affirmé auparavant. Chaque mot était mesuré, mais chargé d'une accusation silencieuse. Le silence qui suivit fut plus révélateur que n'importe quelle réponse. Aurore détourna légèrement le regard, comme si elle cherchait à gagner du temps, à organiser ses pensées avant de franchir un point de non-retour. Dans le même temps, une lutte intérieure se dessinait en elle. Dire la vérité signifiait exposer une partie d'elle-même qu'elle avait soigneusement enfouie, mais continuer à mentir risquait de briser la confiance fragile qui la liait encore à sa fille. Finalement, elle accepta de parler, mais posa une condition implicite, ce qui allait être dit devait rester entre elles. Ce n'était pas seulement une demande, mais une tentative désespérée de contenir une vérité qui menaçait de tout faire basculer. Pendant ce temps, l'enquête officielle poursuivait son cours sous une apparente normalité. Marion échangeait avec Sébastien, analysant les éléments accumulés contre Adélaïde avec un regard plus distant, presque critique, comme si elle refusait de céder à l'évidence trop évidente. Elle expliqua qu'elle ne souhaitait pas placer Adélaïde en garde à vue, malgré les indices accablants. Son intuition lui dictait qu'il manquait quelque chose, une incohérence subtile qui rendait la version officielle trop lisse, presque artificielle. Dans le même temps, elle exprima un doute plus troublant encore. Aurore semblait manquer d'objectivité. Ce constat, formulé avec prudence, révélait une fissure au sein même de l'équipe, une suspicion qui risquait de compromettre l'ensemble de l'enquête. Au Spoon, l'ambiance contrastait avec la tension du commissariat. Les lumières tamisées, les conversations feutrées et les gestes mécaniques des serveurs donnaient l'illusion d'un monde intact, éloigné des drames qui secouaient Seth. Adélaïde y retrouva Victor, dont la présence imposait immédiatement une forme de domination silencieuse. Il n'avait pas besoin d'élever la voix pour s'imposer, son regard suffisait à instaurer une pression diffuse, presque étouffante. Elle tenta de reprendre le contrôle de la situation en révélant la vérité sur leur relation. Elle avoua avoir couché avec lui uniquement pour provoquer Lucas, espérant réveiller une jalousie qui aurait pu réparer ce qu'elle considérait comme une trahison. Mais Victor ne réagit pas comme elle l'avait imaginé. Son détachement, presque froid, réduisit ses aveux à une banalité sans importance. Il ne cherchait pas à comprendre, encore moins à ressentir, car son objectif se situait ailleurs. C'est alors qu'il dévoila la véritable nature de leur échange. Il détenait des preuves compromettantes, une double comptabilité capable de détruire la réputation et les affaires d'Adélaïde.
Ce pouvoir, il l'exerçait sans précipitation, savourant chaque seconde de son ascendant. Dans le même temps, la menace qu'il formula n'était pas explicite, mais parfaitement claire. Il voulait l'autel, et il était prêt à utiliser tous les moyens nécessaires pour l'obtenir. Adélaïde comprit qu'elle n'était plus qu'un pion dans un jeu qu'elle ne maîtrisait pas. Au commissariat, Aurore poursuivait son récit face à Manon. Chaque phrase semblait peser davantage que la précédente, comme si les mots eux-mêmes refusaient de sortir. Elle ne donnait pas tous les détails, mais suffisamment pour faire vaciller les certitudes de sa fille. Manon écoutait sans interrompre, mais son regard changeait peu à peu. Ce n'était plus seulement une enquête, c'était une remise en question de la personne en qui elle avait toujours eu confiance. Chaque révélation creusait un fossé entre elles. À ce moment-là, une tension sourde s'installa dans la pièce, comme si le temps lui-même ralentissait. Manon comprenait que la vérité était plus complexe qu'elle ne l'avait imaginé, mais aussi plus dangereuse, car elle impliquait directement sa mère. Pendant ce temps, la vie continuait ailleurs, presque indifférente. À l'hôpital, Swazik retrouvait une forme de légèreté après des semaines de convalescence. Le retrait de son attel marquait une étape symbolique, un retour progressif à une normalité qu'elle avait cru perdue. Elle évoqua Bruno avec un détachement apparent, insistant sur la nature amicale de leur relation. Pourtant, dans son regard, subsistait une hésitation, comme si elle refusait d'explorer des sentiments qu'elle ne contrôlait pas encore. Dans le même temps, elle annonça son intention de se rendre à un rendez-vous avec un homme rencontré en ligne. Ce choix, presque impulsif, traduisait un besoin de tourner la page, de prouver qu'elle pouvait encore avancer malgré les blessures récentes. Au Spoon, Adam croisa Bruno et le remercia pour son soutien. Ce moment, simple en apparence, révélait une reconnaissance sincère, mais aussi une certaine distance, comme si chacun cherchait à définir sa place dans cette relation complexe. À l'hôpital, Adam retrouva Gloria, dont la présence apportait une stabilité rassurante. Leur complicité se traduisait par des échanges naturels, presque spontanés, loin des tensions qui dominaient les autres sphères de leur vie. C'est alors que le message de Swazik interrompit cet équilibre fragile. Elle demandait de l'aide, prétextant une situation inconfortable lors de son rendez-vous. Derrière cette demande se cachait une fuite, un refus d'affronter une réalité qui ne correspondait pas à ses attentes. Dans le même temps, cette scène révélait une facette plus vulnérable de Swazik. Malgré son assurance apparente, elle restait prisonnière de ses propres contradictions, oscillant entre le besoin d'indépendance et la peur de l'engagement. Chez les Roussel, la matinée s'écoulait dans une ambiance plus chaleureuse. Warren remercia Audrey pour son accueil, soulignant une intégration progressive dans cette famille où les liens se construisaient sur la sincérité et la simplicité. Lizzie, quant à elle, ressentait une agitation nouvelle. Le départ de Warren la laissait face à un vide qu'elle ne comprenait pas encore, comme si quelque chose d'essentiel venait de se produire sans qu'elle puisse l'analyser pleinement. À ce moment-là, la déclaration de Warren résonna en elle avec une intensité inattendue. Ces mots, simples mais chargés de sens, bouleversaient ses repères, la confrontant à une émotion qu'elle n'était pas prête à affronter. Elle en parla à sa mère, cherchant une forme de validation ou de guidance. Audrey, fidèle à elle-même, répondit avec une légèreté pragmatique, encourageant sa fille à ne pas compliquer ce qui pouvait rester simple. Dans le même temps, Lizzie comprit que la réponse ne viendrait pas des autres, mais d'elle-même. Elle devait accepter cette émotion, la comprendre, et surtout, décider de ce qu'elle voulait en faire. Plus tard, lorsqu'elle retrouva Warren, la tension était palpable. Chaque regard, chaque geste semblait chargé d'une attente silencieuse, comme si un équilibre fragile dépendait de quelques mots à peine prononcés. Finalement, elle avoua ses sentiments, laissant tomber les hésitations qui l'avaient paralysée plus tôt. Ce moment, à la fois simple et décisif, marquait un tournant dans leur relation, transformant une attirance incertaine en engagement assumé. Dans le même temps, cette évolution contrastait avec les autres intrigues en cours. Alors que certains personnages s'enfonçaient dans des mensonges et des manipulations, Lizzie et Warren trouvaient une forme de vérité dans la simplicité de leurs sentiments. Au commissariat, cependant, la situation restait loin d'être apaisée. L'ombre du secret d'Aurore continuait de planer sur l'enquête, menaçant de tout faire basculer à chaque instant. Et quelque part, dans l'obscurité de cette affaire, quelqu'un observait, attendait, prêt à révéler ce qui devait rester caché. Le commissariat semblait figé dans une tension latente, comme si l'air lui-même retenait son souffle en attendant une révélation inévitable. Manon, toujours face à sa mère, sentait que quelque chose lui échappait encore, une vérité plus profonde que celle qu'Aurore avait accepté de lui livrer.
À ce moment-là, Aurore tenta de reprendre le contrôle de la situation, en recentrant la discussion sur l'enquête. Elle évoqua Adélaïde, les incohérences de son témoignage, la piste de la jalousie, comme si elle cherchait à détourner l'attention vers une cible plus évidente. Mais Manon ne se laissa pas distraire. Son instinct lui disait que la clé de l'affaire ne se trouvait pas uniquement dans les aveux d'Adélaïde, mais dans les silences de sa propre mère. Ce pressentiment, diffus mais tenace, l'empêchait désormais de revenir en arrière. Dans le même temps, Aurore ressentait cette pression grandissante. Elle comprenait que chaque tentative d'évitement ne faisait qu'accentuer les soupçons, et que le lien fragile qui l'unissait à sa fille risquait de se briser sous le poids des non-dits. C'est alors que la journée bascula sans prévenir. Alors qu'elle s'apprêtait à quitter le bureau, le téléphone d'Aurore vibra, attirant son attention avec une brutalité presque dérangeante. Un numéro masqué, sans identité, sans indication. Elle hésita un instant avant d'ouvrir le message, comme si une partie d'elle pressentait déjà le danger. Ce simple geste, pourtant anodin, marqua le début d'un basculement irréversible. Le texte était court, précis, et d'une violence froide. Il ne contenait aucune menace explicite, mais une promesse implicite qui glaça immédiatement le sang d'Aurore. Quelqu'un savait, quelqu'un observait, et surtout, quelqu'un attendait le bon moment pour agir. Dans le même temps, Manon remarqua le changement dans l'attitude de sa mère. Son visage, habituellement maîtrisé, s'était figé, laissant apparaître une inquiétude qu'elle ne parvenait plus à dissimuler complètement. Quelques secondes plus tard, un second message apparut. Cette fois, il ne s'agissait plus de mots, mais d'une image. Une preuve visuelle, brutale, impossible à contester, qui venait donner un sens terrifiant à la menace précédente. Aurore resta immobile, les yeux fixés sur l'écran, comme si le temps s'était arrêté. La photo montrait une scène qu'elle pensait enterrée, oubliée, inaccessible. Elle et Lucas, dans une intimité qui ne laissait aucune place au doute. À ce moment-là, tout bascula en elle. Ce n'était plus seulement une enquête, ni même un secret à protéger. C'était une menace directe, personnelle, capable de détruire sa vie, son mariage et la confiance de ceux qui l'entouraient. Manon, observant la réaction de sa mère, comprit immédiatement que quelque chose de grave venait de se produire. Elle tenta de capter son regard, cherchant une explication, mais Aurore détourna les yeux, incapable de soutenir cette confrontation silencieuse. Dans le même temps, une peur nouvelle s'installa. Pas une peur liée à l'enquête, mais à ce qu'elle révélait sur sa propre mère. L'image qu'elle avait toujours eue d'elle commençait à se fissurer, laissant apparaître une réalité plus complexe, plus troublante. Aurore tenta de reprendre contenance, verrouillant ses émotions derrière une façade professionnelle. Elle glissa son téléphone dans sa poche, comme si elle pouvait ainsi effacer ce qu'elle venait de voir, ou du moins en retarder les conséquences. Mais le mal était fait. La menace existait désormais, tangible, irréversible. Et celui qui l'avait envoyé détenait un pouvoir considérable, capable de manipuler le cours de l'enquête à sa guise. Pendant ce temps, ailleurs à Sète, les autres intrigues continuaient leur évolution, inconscientes du drame qui se jouait en coulisses. Pourtant, chacune d'elles semblait, d'une manière ou d'une autre, participer à une tension globale, comme les pièces d'un mécanisme invisible. Au Spoon, Victor savourait son avantage avec une patience calculée. Il n'avait pas besoin d'agir dans l'urgence, car il savait que le temps jouait en sa faveur. Plus Adélaïde résistait, plus elle s'enfonçait dans une position fragile. Dans le même temps, Adélaïde ressentait le poids de cette pression. Elle comprenait qu'elle n'était plus maîtresse de sa situation, et que chaque décision pouvait précipiter sa chute. L'hôtel, son pouvoir, son image, tout était désormais menacé. À l'hôpital, Swazik tentait de retrouver un équilibre, mais même dans cette légèreté apparente, subsistait une forme d'inconfort. Son rendez-vous, qu'elle avait espéré stimulant, s'était révélé décevant, presque pesant. Elle observa son interlocuteur, notaire rigide et prévisible, et sentit une lassitude s'installer en elle. Ce n'était pas ce qu'elle cherchait, pas ce dont elle avait besoin. Elle comprit alors que cette tentative de renouveau était prématurée. Dans le même temps, son message à Adam et Gloria traduisait une fuite plus qu'une demande d'aide. Elle cherchait une échappatoire, une excuse pour quitter une situation qui ne lui correspondait pas, sans avoir à l'assumer pleinement. Au commissariat, la tension atteignait un point critique. Manon ne pouvait plus ignorer ce qu'elle avait vu dans l'attitude de sa mère. Elle savait désormais qu'un élément essentiel lui échappait encore, mais qu'il était à portée de vérité. À ce moment-là, elle comprit que l'enquête ne pouvait plus être menée de manière objective. Trop de liens personnels, trop de secrets, trop de contradictions venaient brouiller les lignes entre vérité et manipulation. Aurore, de son côté, se retrouvait face à un dilemme impossible.
Continuer l'enquête signifiait risquer de voir son secret exposé. L'arrêter ou la ralentir, en revanche, reviendrait à trahir son devoir et à éveiller davantage de soupçons. Dans le même temps, l'image reçue continuait de hanter son esprit. Elle ne pouvait l'effacer, ni en nier l'impact. Elle représentait une preuve, mais aussi une arme, entre les mains d'un adversaire encore invisible. La question qui s'imposait désormais était simple, mais terrifiante. Qui savait? Et surtout, dans quel but? Dans l'ombre, quelqu'un observait chaque mouvement, chaque hésitation, prêt à intervenir au moment le plus opportun. Ce n'était pas un simple témoin, mais un acteur, un manipulateur capable de tirer les ficelles d'une intrigue bien plus vaste qu'elle n'en avait l'air. Et alors que la nuit commençait à tomber sur Seth, une certitude s'imposa peu à peu. L'affaire Lucas ne faisait que commencer, et ses ramifications allaient bien au-delà d'un simple meurtre. La nuit s'était installée sur Seth avec une lenteur presque oppressante, comme si chaque minute pesait davantage sur les épaules d'Aurore. De retour chez elle, entourée d'un silence inhabituel, elle tenta de retrouver une forme de contrôle, mais son esprit restait prisonnier de l'image reçue plus tôt. À ce moment-là, elle comprit que la menace n'était pas seulement extérieure. Elle venait s'immiscer dans chaque aspect de sa vie, jusque dans son intimité la plus fragile, remettant en question tout ce qu'elle croyait maîtriser. Dans le même temps, le souvenir de Lucas revenait avec une intensité qu'elle n'avait pas anticipée. Ce n'était plus seulement une affaire, mais une relation qu'elle avait tenté d'enfouir, de réduire à une erreur, alors qu'elle en portait encore les traces. Manon, de son côté, ne parvenait pas à se détacher de ce qu'elle avait perçu au commissariat. Le comportement d'Aurore, ses silences, ses regards fuyants, tout indiquait qu'elle dissimulait une vérité bien plus lourde qu'elle ne l'avait admis. Elle repassa mentalement chaque détail, chaque mot échangé, cherchant à recomposer un puzzle dont certaines pièces semblaient volontairement absentes. Cette analyse, presque obsessionnelle, révélait une détermination nouvelle, mais aussi une inquiétude grandissante. Dans le même temps, une fracture invisible commençait à se dessiner entre mère et fille. Ce n'était pas encore une rupture, mais une distance, un espace où la confiance se fragilisait, laissant place au doute. Au commissariat, Marion poursuivait son travail avec une rigueur intacte. Elle relisait les rapports, analysait les témoignages, cherchant à identifier ce qui échappait encore à l'ensemble. Son approche était méthodique, presque froide, mais guidée par une intuition persistante. Elle revenait sans cesse sur un point précis, la cohérence trop parfaite des éléments accusant Adélaïde. Cette accumulation d'indices, loin de la rassurer, éveillait en elle une méfiance instinctive, comme si quelqu'un avait orienté l'enquête dans une direction précise. Dans le même temps, son regard se tournait de plus en plus vers Aurore. Non pas par suspicion directe, mais par observation professionnelle. Elle percevait une tension inhabituelle chez sa collègue, une forme de retenue qui ne correspondait pas à son comportement habituel. Cette impression, encore diffuse, commençait à prendre forme. Marion comprenait que pour avancer, elle devrait peut-être remettre en question certaines évidences, y compris celles imposées par ses propres collègues. Au Spoon, Victor continuait de jouer sa partition avec une précision implacable. Assis à sa table habituelle, il observait le mouvement autour de lui, comme un stratège analysant un champ de bataille dont il connaissait déjà l'issue. Dans le même temps, il savait que le pouvoir ne résidait pas uniquement dans ce qu'il possédait, mais dans ce que les autres ignoraient. Les secrets, les failles, les contradictions devenaient pour lui des leviers bien plus efficaces que n'importe quelle menace explicite. Adélaïde, quant à elle, commençait à ressentir les conséquences de cette pression constante. Chaque regard, chaque silence lui semblait chargé d'une signification cachée, comme si le monde autour d'elle se refermait lentement. Elle comprenait que l'enquête ne la concernait plus seulement en tant que suspecte, mais en tant que cible. Quelqu'un, quelque part, manipulait les événements, et elle n'était qu'une pièce parmi d'autres dans un jeu qu'elle ne contrôlait plus. À l'hôpital, Swazik tentait de retrouver une routine apaisante, mais son esprit restait agité. Son rendez-vous raté la laissait avec un sentiment d'inachevé, comme si elle avait voulu se convaincre de quelque chose qui ne correspondait pas à sa réalité. Dans le même temps, elle repensait à Bruno, à sa présence rassurante, à cette complicité qu'elle refusait encore de qualifier. Cette hésitation révélait un conflit intérieur, entre le désir de liberté et la peur de s'engager à nouveau. Au commissariat, Manon décida de reprendre l'enquête sous un angle différent. Elle ne pouvait plus se contenter des éléments officiels, ni des conclusions apparentes. Elle devait comprendre ce qui se cachait derrière les contradictions. Elle se replongea dans les données liées à Lucas, analysant ses relations, ses déplacements, ses interactions. Chaque détail prenait désormais une dimension nouvelle,
comme si une vérité parallèle se dessinait sous la surface. Dans le même temps, une question revenait sans cesse. Pourquoi sa mère avait-elle menti? Ce n'était pas une erreur, ni une omission. C'était un choix, délibéré, qui impliquait une intention précise. Aurore, de son côté, se retrouvait face à ses propres limites. Elle savait que le temps jouait contre elle, que chaque instant augmentait le risque d'exposition. Pourtant, elle ne pouvait pas simplement abandonner l'enquête sans éveiller des soupçons. Elle tenta de rationaliser la situation, de se convaincre qu'elle pouvait encore garder le contrôle. Mais au fond d'elle, une certitude s'imposait. Quelqu'un détenait la clé de son secret et n'hésiterait pas à s'en servir. Dans le même temps, la peur de perdre William devenait plus concrète. Ce n'était pas seulement une question de vérité, mais de conséquences. L'image qu'il avait d'elle, la confiance qu'il lui accordait, tout pouvait s'effondrer en un instant. Chez les Denier, l'ambiance restait pourtant paisible en apparence. Le dîner se déroulait dans une atmosphère légère, presque insouciante, comme si aucun des drames extérieurs n'avait encore franchi les murs de la maison. Mais Aurore, absorbée par ses pensées, peinait à suivre les conversations. Chaque vibration de son téléphone la faisait sursauter intérieurement, chaque silence devenait une menace potentielle. Dans le même temps, Manon observait ces détails, ces micro-réactions qui confirmaient ses soupçons. Elle ne disait rien, mais son regard trahissait une vigilance accrue, une volonté de comprendre sans brusquer. À ce moment-là, un nouvel équilibre s'installa entre elles. Ce n'était plus une relation basée sur la confiance, mais sur l'observation, presque sur la méfiance. Chacune avançait avec prudence, consciente que la moindre erreur pouvait tout révéler. Au commissariat, Marion prit une décision discrète mais déterminante. Elle choisit de vérifier certains éléments sans en informer immédiatement Aurore, préférant avancer seule pour éviter toute influence extérieure. Cette initiative marquait un tournant. L'enquête, jusque-là collective, commençait à se fragmenter, chaque acteur suivant sa propre logique, ses propres intuitions, parfois en contradiction avec les autres. Dans le même temps, une tension invisible reliait tous les protagonistes. Chacun détenait une partie de la vérité, mais aucun ne possédait encore l'ensemble. Ce morcellement créait une instabilité propice aux erreurs, mais aussi aux révélations. Aurore, isolée dans son secret, se retrouvait au centre de cette toile complexe. Elle n'était plus seulement enquêtrice, mais aussi élément clé de l'affaire, ce qui la plaçait dans une position à la fois dangereuse et intenable. Alors que la nuit avançait, une certitude s'imposa peu à peu. Le point de rupture était proche. Trop de tensions, trop de secrets, trop de regards croisés rendaient l'équilibre impossible à maintenir. Et quelque part, dans l'ombre, celui qui détenait la photo attendait, prêt à déclencher l'effondrement au moment le plus opportun. Le matin suivant s'annonça avec une lumière trop calme pour refléter la tempête intérieure qui agitait les esprits. Au commissariat, l'activité reprenait son rythme habituel, mais derrière cette routine apparente, une tension nouvelle s'était installée, presque imperceptible pour ceux qui n'y prêtaient pas attention. Manon arriva plus tôt que d'habitude, animée par une détermination silencieuse. Elle savait que le temps jouait contre elle, que chaque minute permettait aux vérités dissimulées de s'éloigner davantage. Cette urgence intérieure la poussait à avancer sans attendre. À ce moment-là, elle reprit l'ensemble du dossier Lucas, mais cette fois avec un regard totalement différent. Elle ne cherchait plus seulement un coupable, mais une cohérence globale, une vérité qui expliquerait les contradictions accumulées depuis le début de l'enquête. Dans le même temps, certains détails prirent une importance nouvelle. Les horaires, les déplacements, les relations personnelles de la victime, tout semblait dessiner une toile plus complexe que celle présentée officiellement. Aurore, de son côté, ressentait cette évolution. Elle percevait dans l'attitude de sa fille une distance nouvelle, une forme d'indépendance qui échappait désormais à son contrôle. Cette transformation, qu'elle avait pourtant encouragée en tant que formatrice, devenait aujourd'hui une menace. Elle tenta de maintenir une posture professionnelle, s'accrochant aux faits, aux procédures, aux règles qui avaient toujours guidé son travail. Mais au fond d'elle, une angoisse persistante s'intensifiait, alimentée par la peur de voir son secret exposé. Dans le même temps, le téléphone restait une présence oppressante. Chaque vibration, chaque notification était perçue comme une possible attaque, un rappel constant que quelqu'un détenait un pouvoir sur elle. Au commissariat, Marion poursuivait discrètement ses vérifications. Elle avait choisi de ne pas partager immédiatement ses doutes, préférant accumuler des éléments solides avant de confronter qui que ce soit. Elle analysait les incohérences, recoupait les témoignages, cherchant à identifier ce qui ne correspondait pas. Cette démarche, rigoureuse et solitaire, la rapprochait peu à peu d'une vérité qu'elle pressentait sans encore la nommer. Dans le même temps,
une idée commençait à émerger. Et si Adélaïde n'était qu'un écran? Une suspecte idéale, dont le profil correspondait trop parfaitement aux attentes de l'enquête. Cette hypothèse, encore fragile, ouvrait une perspective inquiétante. Elle impliquait l'existence d'un autre acteur, plus discret, plus stratégique, capable d'orienter les soupçons ailleurs. Au Spoon, Victor poursuivait son jeu avec une maîtrise glaciale. Il n'avait pas besoin de se montrer agressif, car il savait que la pression qu'il exerçait suffisait à fragiliser Adélaïde. Dans le même temps, il observait les réactions autour de lui, captant les signes de nervosité, les regards fuyants, les silences inhabituels. Pour lui, chaque détail était une information, chaque comportement une opportunité. Adélaïde, quant à elle, se retrouvait dans une position de plus en plus instable. L'enquête la désignait, Victor la menaçait, et son propre passé se retournait contre elle. Elle comprenait qu'elle n'avait plus de marge de manœuvre. Dans le même temps, une fatigue profonde s'installait en elle. Non pas une fatigue physique, mais une lassitude morale, liée à l'impression d'être piégée dans une situation sans issue. Au commissariat, Manon poursuivait ses recherches avec une intensité croissante. Elle s'intéressa de plus près aux relations de Lucas, tentant de comprendre les dynamiques émotionnelles qui pouvaient avoir motivé un passage à l'acte. C'est alors qu'un élément retint particulièrement son attention. Un détail, discret mais révélateur, qui venait renforcer ses doutes sur la version donnée par sa mère. Ce n'était pas une preuve, mais un indice, suffisant pour orienter sa réflexion. Dans le même temps, elle comprit que la vérité ne se trouvait pas uniquement dans les dossiers, mais dans les non-dits, dans ce que les gens choisissaient de ne pas révéler. Aurore, observant cette progression, sentit une pression nouvelle s'exercer sur elle. Elle savait que le moment de la confrontation approchait, que les questions de Manon deviendraient bientôt impossibles à éviter. Elle tenta d'anticiper, de préparer une réponse, une version qui pourrait contenir les dégâts sans tout révéler. Mais chaque scénario qu'elle imaginait se heurtait à une impasse, révélant l'impossibilité de contrôler une situation déjà trop avancée. Dans le même temps, la menace extérieure continuait de peser. L'image reçue, les messages anonymes, tout indiquait que quelqu'un suivait ses mouvements avec une précision inquiétante. Chez les Denier, l'équilibre familial commençait à se fissurer, malgré les apparences. Les échanges restaient cordiaux, mais une tension diffuse circulait entre les silences, comme une vérité que personne n'osait encore formuler. Manon observait sa mère avec une attention accrue, notant chaque détail, chaque réaction. Elle ne cherchait plus à être rassurée, mais à comprendre, quitte à remettre en question ce qu'elle avait toujours cru. À ce moment-là, une prise de conscience s'imposa en elle. L'enquête n'était plus seulement professionnelle. Elle était personnelle, profondément, et impliquait des choix qui dépassaient le cadre habituel de son travail. Au commissariat, Marion franchit une étape supplémentaire dans son analyse. Elle décida de vérifier certains éléments concernant Lucas sans passer par les circuits habituels, cherchant à obtenir une vision plus objective. Cette initiative, risquée mais nécessaire, la rapprochait d'une vérité qu'elle sentait proche. Une vérité qui, si elle se confirmait, pourrait remettre en cause l'ensemble de l'enquête. Dans le même temps, les lignes commençaient à bouger. Les certitudes s'effritaient, les alliances implicites se fragilisaient, et chacun avançait désormais avec ses propres motivations. Aurore, au centre de cette dynamique, se retrouvait face à un choix inévitable. Continuer à cacher la vérité, au risque de tout perdre, ou la révéler, au risque de provoquer un effondrement immédiat. Cette décision, qu'elle avait longtemps repoussée, devenait désormais urgente. Chaque instant de silence augmentait les conséquences potentielles, transformant son secret en une menace incontrôlable. Et alors que la journée avançait, une certitude s'imposa progressivement, le point de rupture était imminent. Il ne restait plus qu'à savoir sous quelle forme il se manifesterait. La tension atteignit son point culminant en fin de journée, lorsque le commissariat sembla soudain trop étroit pour contenir tout ce qui était sur le point d'éclater. Chaque personnage avançait désormais au bord d'un précipice invisible, conscient qu'un seul faux pas pouvait provoquer un effondrement irréversible. Manon, isolée dans son bureau, fixait les éléments de l'enquête avec une intensité nouvelle. Elle ne cherchait plus à confirmer ses hypothèses, mais à accepter ce qu'elles impliquaient réellement. La vérité, désormais, n'était plus une possibilité abstraite, mais une présence concrète, presque tangible. À ce moment-là, elle comprit que le cœur de l'affaire ne se trouvait ni dans les aveux d'Adélaïde, ni dans les manipulations de Victor, mais dans ce lien caché entre Lucas et Aurore. Ce lien, encore flou, expliquait pourtant toutes les contradictions. Dans le même temps, Aurore sentait que tout lui échappait. Chaque regard croisé au commissariat lui semblait chargé de soupçons, chaque silence prenait une dimension accusatrice.
Elle n'était plus seulement une enquêtrice, mais une cible potentielle. Le téléphone, toujours silencieux depuis le dernier message, devenait paradoxalement plus inquiétant. Cette absence de nouvelles n'était pas un répit, mais une attente, une préparation à quelque chose de plus brutal. Au Spoon, Victor poursuivait son jeu avec une sérénité presque inquiétante. Il n'avait pas besoin d'intervenir directement, car les événements semblaient désormais évoluer d'eux-mêmes, comme s'il avait déjà placé les pièces nécessaires pour provoquer la chute. Dans le même temps, Adélaïde atteignait un point de rupture. L'accumulation des pressions, des soupçons et des menaces l'avait épuisée. Elle comprenait qu'elle ne pourrait pas tenir indéfiniment, que la vérité finirait par émerger, qu'elle en soit ou non la source. Au commissariat, Marion franchit une étape décisive. Les vérifications qu'elle avait menées en parallèle commençaient à converger vers une hypothèse troublante, remettant en cause la lecture initiale de l'affaire. Elle ne disposait pas encore de preuves formelles, mais suffisamment d'éléments pour comprendre que l'enquête avait été orientée. Quelqu'un avait intérêt à maintenir l'attention sur Adélaïde, à détourner le regard d'un autre axe. Dans le même temps, cette prise de conscience la plaça dans une position délicate. Elle devait choisir entre suivre la procédure officielle ou explorer une piste plus risquée, impliquant potentiellement l'un de ses propres collègues. Chez les Denier, la tension atteignit également un point critique. Le silence s'était installé comme une présence lourde, presque oppressante, chacun évitant soigneusement les sujets qui pouvaient déclencher une confrontation. Manon, incapable de contenir plus longtemps ses doutes, observa sa mère avec une intensité nouvelle. Ce n'était plus le regard d'une fille cherchant à comprendre, mais celui d'une enquêtrice prête à affronter la vérité, quelle qu'elle soit. À ce moment-là, elle prit conscience que la réponse qu'elle cherchait ne viendrait pas d'un dossier, ni d'un témoignage, mais d'un aveu. Et cet aveu, seule Aurore pouvait le lui donner. Aurore, de son côté, ressentit cette attente comme une pression insoutenable. Elle savait que le moment était venu, que le silence n'était plus une option. Pourtant, parler signifiait tout perdre. Dans le même temps, l'image reçue plus tôt revenait avec une précision douloureuse. Elle ne pouvait plus ignorer sa portée, ni les conséquences qu'elle impliquait. Ce n'était plus seulement une erreur du passé, mais une arme tournée contre elle. Au commissariat, Marion décida finalement d'agir. Elle convoqua discrètement certains éléments, cherchant à recouper ces informations sans alerter l'ensemble de l'équipe. Cette initiative marquait un tournant, un passage à l'action. Dans le même temps, les lignes se resserraient autour d'Aurore. Sans le savoir, plusieurs regards convergeaient vers elle, chacun à partir d'indices différents, mais menant à une même direction. À l'hôpital, Swazik, enfin apaisé après les événements de la journée, retrouvait une forme de stabilité. Pourtant, même dans cette tranquillité retrouvée, subsistait une sensation étrange, comme si quelque chose d'invisible continuait de se jouer ailleurs. Au Spoon, Lizzie et Warren, eux, s'abandonnaient à la simplicité de leurs sentiments, offrant un contraste presque irréel avec la complexité des autres intrigues. Leur sincérité, fragile mais authentique, semblait suspendue hors du temps. Mais à 7, aucune accalmie n'était jamais durable. Chaque moment de calme précédait une nouvelle secousse, chaque équilibre dissimulait une fracture prête à s'ouvrir. Au commissariat, la soirée s'annonçait décisive. Les éléments accumulés, les tensions croissantes, les secrets enfouis convergeaient vers un point unique, une vérité prête à émerger. Aurore, seule face à elle-même, comprit qu'elle ne pourrait plus reculer. Le choix qu'elle devait faire ne concernait plus seulement l'enquête, mais sa vie entière. Continuer à fuir ou affronter les conséquences. Dans le même temps, Manon attendait, prête à entendre ce qu'elle redoutait autant qu'elle le désirait. Ce moment suspendu, chargé de non-dits, marquait une frontière entre deux réalités. Et alors que la nuit enveloppait à nouveau Seth, une certitude s'imposa, le secret d'Aurore ne resterait plus longtemps dans l'ombre. Quelqu'un avait commencé à parler. Et bientôt, tout le monde entendrait.